Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Alors, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire, ce nouvel enregistrement. Là, les choses vont déjà fort, là, en direct, sur les blagues. Mais on va devenir sérieux et on va commencer l'histoire. Alors, on m'a souvent demandé quand je travaillais, quand je travaillais en tant que psychanalyste, mais un psychanalyste, ça fait quoi? Alors, tu analyses, etc. Et il fallait à chaque fois que j'explique. Et puis, d'autres fois, les gens disaient, ouais, mais quand je suis allé chez un psy et j'ai fait ceci et cela et il a rien fait. Enfin bref, très souvent ou régulièrement, il arrive que l'on utilise les mauvais psys pour les mauvaises choses. Et donc, dans ce cas-là, c'est normal, ça marche pas, ou ça marche pas très bien. Ce qui se passe, c'est que très souvent, les gens vont surtout se baser sur ce qu'un ami ou un copain ou une copine ou une amie ou ce que vous voulez leur a dit, leur a expliqué, etc. Va voir un tel, il est très bien. Et puis, du coup, si c'est pas exactement ce qu'ils recherchent, ils vont dire ça marche pas. Alors, ça veut pas dire que tous les psys, étoiles, enfin ce que vous voulez, sont bons. Bien entendu, il y en a des bons, il y en a des moins bons, etc. Et puis, il y a aussi une question de personnalité. On peut pas toujours... faut qu'il y ait une forme de contact avec le psy. S'il n'y en a pas, ça marche moins bien. Donc, si tous ces éléments, bien entendu, il faut les prendre en ligne de compte. Mais si, à part ça, la seule référence que vous avez, c'est que c'est remboursé ou c'est que c'est un copain qui vous l'a conseillé, il y a quand même un risque d'erreur. Et dans ce cas-là, ça serait dommage de perdre de l'argent, en quelque sorte, pour avoir de l'aide avec quelqu'un qui n'est pas préparé à vous donner cette aide, tout simplement parce que c'est pas son travail. Et puis, vous allez perdre du temps, de l'argent et aller, en fin de compte, de plus en plus mal. Et c'est très dommage. Alors, pour ceux qui me connaissent pas ou qui me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Cyril Malka, je suis psychologue, cognitif et comportemental, et j'ai travaillé donc avec la psychanalyse. Je suis également hypnothérapeute et j'ai travaillé avec quelques autres formes de thérapie. Pour en savoir plus, je vous conseille d'aller sur ma page principale, malka.fr, et puis là vous pourrez voir plus de détails sur mon parcours, etc. Alors, écrivain à succès, c'est gentil Olivier, merci. Il y a plusieurs... Alors, j'ai choisi de prendre quelques points importants, quelques styles importants, parce que sans ça, on n'en finit pas. Donc, j'ai pris le psychiatre, le psychologue, le psychanalyste. Puis, j'ai pris la thérapie PNL et, en fin de compte, les approches alternatives que j'ai mises sous un seul chapeau. Donc, on va les prendre dans l'ordre, et puis je vais vous expliquer un petit peu les bases de ces choses-là, leurs points forts et leurs points faibles. Et puis, tout à la fin, on verra pour quel problème on va voir qui, en quelque sorte. Donc, les psychiatres, à la base, c'est un médecin. C'est-à-dire qu'il a fait des études de médecine, il est devenu médecin, et après, au lieu de faire chirurgien ou gynécologue, il a fait psychiatrie. C'est donc une étude universitaire avec des connaissances de médecine à la base, et cela veut dire que le psychiatre a une approche relativement médicale des troubles. C'est-à-dire que pour lui, les troubles vont premièrement être un problème médical qui peut être aidé ou amplifié ou changé, etc., à l'aide de médicaments en changeant la chimie du cerveau. Ce qui est en partie exact parce que après, on a différentes hormones, etc., qui fonctionnent. Il y a de la chimie dans nos cerveaux. Et en altérant cette chimie, bien entendu, on va obtenir différents résultats.
Et on peut faire interférence ou on peut faire des changements, des fois bien ou mauvais, avec la chimie qu'il y a dans notre corps et dans le cerveau. Très souvent, les psychiatres vont vous parler une quinzaine, vingtaine de minutes pour voir quel est le problème et donc de quelle façon on peut éventuellement le résoudre. Donc, le fait que vous alliez chez un psychiatre pour parler, pour résoudre certains problèmes, même s'il a des connaissances en psychologie, en psychanalyse, etc., ça dépendra un petit peu de ce qu'il a lu pendant son parcours, ça n'est pas sa spécialité, ça n'est pas son travail primordial, à part certains psychiatres qui vont être dans certains établissements spécialisés, par exemple. Alors, je ne sais pas si ça se trouve en France, hein. Mais vous allez, par exemple, avoir des établissements spécialisés dans le borderline, par exemple, où vous allez avoir une équipe qui va être composée de psychiatres, psychologues, etc., et différents thérapeutes pour travailler sur ce problème. Donc, le psychiatre peut avoir une certaine écoute, etc. Donc, il peut y avoir certaines différences de psychiatre à psychiatre, mais ça reste, à la base, un médecin. Et leur travail va surtout être concentré sur toutes les maladies du genre qui sont des maladies, par exemple parce que l'angoisse c'est pas une maladie, qui vont être par exemple ça va être les schizophrènes ou ça va être la paranoïa ou ça va être certaines attaques ou certaines formes de comportements où il est nécessaire d'ailleurs d'avoir des médicaments ou certaines dépressions extrêmement profondes. Et là, généralement, ça va être le psychiatre qui va s'en occuper. Alors, en chiffres, le psychiatre, en France, il y en a aux environs de 13 000, et ce qui nous donne donc 15,6 psychiatres, donc je suppose que c'est 15 ou 16, ça dépend des endroits, hein, pour 100 000 habitants, parce que c'est difficile de trouver la virgule. Malheureusement, il y a un temps d'attente qui peut être relativement long. Ça dépend encore une fois des endroits et surtout avec les problèmes médicaux qu'il y a en France, je suppose que les durées risquent d'être prolongées. Et ça va être 80% des prescriptions d'antidépresseurs viennent des psychiatres. Encore une fois, ça reste des médecins. Ils ont un point de vue médical sur le sujet, sur le patient, et ils le traitent en médecin, en quelque sorte. Donc, il ne faut pas leur reprocher de vous voir comme un organisme ou de vous voir comme un patient, parce que c'est tout simplement le boulot du psychiatre. Alors, pour tout ce qui est des troubles relativement sévères comme borderline ou les psychoses, ou différentes psychoses et états limites, etc., les psychiatres sont très efficaces parce qu'ils peuvent prescrire des médicaments que les autres psys, quels qu'ils soient, ne peuvent pas. Et dans certains cas, ça peut être nécessaire. Il m'est arrivé, parce qu'il y a des possibilités de coordination médicale, comme je vous l'ai dit, par exemple, dans ce qui est les borderline, etc., ou les bipolaires, par exemple, oui. Dans des cas de coordination, j'ai travaillé avec des psychiatres justement par rapport à certains borderline, où moi, en tant que psychologue, je travaillais avec eux par la parole, en quelque sorte, pour les aider, etc. J'ai même travaillé avec des schizophrènes pour leur apprendre à réagir dans certaines conditions et pour les aider socialement. Mais si je voyais qu'il y avait certains problèmes, que là c'était déstabilisé, je contactais le psychiatre en lui disant là apparemment il y a un truc où il fallait réguler en quelque sorte les médicaments, et là dans ce cas-là c'est le psychiatre qui le fait. Donc ils sont très bons pour travailler en équipe pour vraiment les crises profondes, les problèmes profonds et les maladies mentales. Alors, le point de vue faible, c'est que ça n'est pas à la base, ça n'est pas de la thérapie par la parole. Donc, faut pas vous étonner s'ils n'ont pas le temps de parler avec vous. C'est tout simplement pas leur boulot. Certains vont le faire parce que ça les intéresse ou parce que ce que vous voulez, mais ça n'est pas leur travail à la base. Leur focus, ce sont les médicaments, c'est le traitement médicamenteux, le traitement médical. Et donc, en ce moment, en tout cas, il y a des délais importants avant de pouvoir y accéder.
Après, vous avez donc les psychologues. Alors, les psychologues, ils sont formés en université. Alors, j'ai mis minimum master, mais en fin de compte, ça dépend un petit peu parce que, alors en France et je crois dans la plupart de l'Europe, c'est niveau master en université, mais pour les États-Unis, avant de pouvoir s'appeler psychologue, il faut avoir un doctorat, donc il faut avoir fait une thèse et beaucoup plus d'années d'études. Et donc, il y a quelques États où ils acceptent le master, mais sans ça, généralement, ils demandent le doctorat. Et il y a, alors, comme c'est une matière universitaire et que ça n'est pas quelque chose de médical où il y a pourra-t-on dire, un consensus dans tout le pays sur la façon ou sur ce qui doit être enseigné, ça dépend un petit peu de l'université de laquelle vient votre psy, en quelque sorte, ou votre psychologue plutôt. Vous allez avoir des universités qui vont plus être basées sur la psychanalyse, machin, etc. Vous allez avoir des universités plus basées sur la psychologie clinique, d'autres sur le comportemental, etc. Donc ça dépend un petit peu des universités qui sont placées différents endroits dans le pays. Quelle va être leur spécialité? Donc, psychologue, en lui-même, vous ne pouvez pas être sûr si vous prenez un psychologue et un autre psychologue qui vont avoir les mêmes points de vue ou qui vont avoir la même méthode de travail. Vous avez plus de chances d'avoir la même méthode de travail entre deux psychiatres, en quelque sorte, plutôt qu'entre deux psychologues. Leur travail, ça va être... Alors déjà, pas de prescription médicale, on n'a pas le droit, tout simplement. On ne peut même pas conseiller de médicaments. Moi-même, un aspirine, ou une aspirine, je crois qu'on dit en français. Une aspirine, un aspirine. Un paracétamol. Même si c'est un paracétamol, je ne dis pas à un client... prenez quelques paracétamol, ça va partir. Non, même ça, à la limite, j'ai pas le droit de le dire, j'ai pas le droit de le conseiller. C'est vrai que si c'est un copain, je peux lui dire, mais en tant que psychologue, je n'ai pas le droit de lui dire, tout simplement parce que je ne sais pas quelle maladie il peut avoir et à quel problème cela peut mener. Donc, pas de prescription médicale. Et notre travail, c'est l'évaluation, le travail, l'accompagnement. On va travailler sur les angoisses, on va travailler sur les problèmes que l'on peut avoir au quotidien. Très souvent, ça va aussi être de la gestion de crise, les problèmes éventuellement de tendances suicidaires ou ce que vous voulez. Alors ça peut être également en coordination avec un psychiatre, d'ailleurs. Bref, donc on travaille avec la parole, de différentes façons, dépendamment de notre école ou de nos tendances et des cours et des formations qu'on a suivies après ça. Quelque chose qu'on m'a reproché régulièrement d'ailleurs, c'est que je parle de client. Alors, client, déjà en danois, un client, c'est pas un client comme en français. Un client, c'est parce que les gens qui viennent me consulter, ils sont pas malades. Ce ne sont pas des patients. Donc, c'est pas une maladie que d'avoir des angoisses, c'est pas une maladie que d'avoir de la peine et que d'avoir du mal à surmonter certaines choses. Donc, ça peut pas être des patients. Moi, j'ai pas de patients, j'ai donc des clients, qui est donc une alternative. Et en danois, tout comme en américain, d'ailleurs, client, c'est pas la même chose que customer, qui est donc ce qu'on appelle le client d'une boutique. Donc, c'est pas du tout la même conception et un psychologue n'a pas de patients. Alors, peut-être qu'en France, ils les ont parce qu'ils sont imprégnés de la tendance psychanalytique, mais à la base, nous, on n'a pas de patients. Alors les psychologues, il y en a plus de 75 000 en France. D'ailleurs, plus de 85% de femmes dans la profession. Généralement, il y a aussi une prévalence de femmes en tant que clients ou que clientes, le cas échéant. Personnellement, je sais que j'avais fait à un moment donné une statistique il y a pas mal de temps et que pour un psy, en fin de compte, ou pour un psychologue, j'avais pas mal d'hommes en comparaison avec mes collègues. J'avais plus d'hommes qu'eux, en gros. J'avais presque 50-50. Je crois que j'avais 40% d'hommes et 60% de femmes. Mais généralement, vous pouvez compter sur 80% de femmes en consultation également. Alors, les suivis, 6, 12 mois, un peu plus longtemps, un peu moins longtemps, ça dépend de la fréquence, ça dépend de beaucoup de choses. Et généralement, les patients ou les clients sont très satisfaits. Il y a plus de 3/4 de satisfaction. Donc, du coup, je trouve qu'on s'en tire assez bien.
Le gros avantage, c'est que les psychologues sont très adaptables. On n'est pas contenu à une certaine pensée, on n'est pas contenu à une certaine façon de, pourra-t-on dire, de mener notre pratique ou notre cabinet. Il y a des outils très variés, ça dépend des tendances, ça dépend de ce qu'on a trouvé dans la recherche, ça dépend des dernières trouvailles, des dernières voies, etc., etc. Et puis, c'est une approche relativement globale de l'être humain, en quelque sorte. Alors, le problème, c'est que généralement, c'est pas remboursé, ça dépend. Il y a des mutuelles qui remboursent les psychologues. Je sais pas en France, je sais que certaines de mes clients en ont. Et puis donc les formations, vous pouvez pas toujours savoir quel psychologue va suivre quelle méthode, etc., etc. Et oui, comme me dit Sylvie, je vois ma psy une fois par mois pour les TCC. Ouais, voilà, une fois par mois. Alors ça dépend, hein, pour les situations que j'ai eues. Bon, maintenant je gère aussi des cas un petit peu spéciaux, hein, mais pour les personnes qui ont des problèmes à partir d'une relation toxique, etc., généralement ça peut être une fois par semaine. Et puis après, ça devient une fois tous les 15 jours, une fois par mois, puis une fois de temps en temps, quand besoin est, quoi. Ça dépend un petit peu des situations, etc. Mais quand le problème est résolu, il n'y a plus à revenir dessus, quoi, en gros. Après, on a le psychanalyste. Alors, le psychanalyste part du principe que quand vous entrez en thérapie chez un psychanalyste, c'est en fin de compte pour une exploration de votre histoire personnelle. Ça n'est pas parce que vous avez un problème d'angoisse. Alors, ça peut être, vous avez également un problème d'angoisse, mais ce n'est pas pour ça que vous venez. C'est surtout pour une exploration de soi et pourra-t-on dire, à l'issue, au travers de cette exploration personnelle, vous allez également peut-être pouvoir résoudre certains problèmes que vous avez qui sont récurrents. Ou peut-être pas, ou peut-être que vous pouvez les assumer. Les séances, généralement, enfin à la base, hein, Freud, il exigeait même que les clients ou que les patients viennent une fois par jour, et d'ailleurs c'était le cas avec Lacan également. Et puis, ça peut durer 3, 7 ans, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Et il y a certaines conditions. Alors à la base, hein, moi je me souviens quand j'ai commencé en tant que psychanalyste, il fallait que la personne soit indépendante, donc pas de personne qui habitait chez papa-maman ou qui était en institution ou institutionnalisée. Il fallait pas que la personne soit au chômage et touche le chôme-dû. Il fallait qu'elle soit indépendante, qu'elle travaille, qu'elle ait une vie, etc. Il fallait pas qu'elle soit sous médicaments. Pas de médicaments, pas de traitement médicamenteux. Et donc, il y avait certaines conditions qui devaient être en place avant de pouvoir commencer une psychanalyse. Parce que la psychanalyse en elle-même peut vous mener à certains passages très difficiles, à certains écueils dans l'exploration de votre histoire personnelle. Et il va vous falloir supporter certaines choses. Or, vous ne pourrez pas supporter certaines choses si vous êtes institutionnalisé, sous médicaments, etc., etc. Après, comment les gens aujourd'hui utilisent les psychanalystes, ça je pourrais pas le dire, mais si vous imaginez aller chez un psychanalyste pour résoudre un problème très concret, vous risquez d'avoir des problèmes parce qu'il va commencer à vous parler de votre enfance, comment vous avez été élevé, de vos rêves, etc. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça va changer à mes angoisses? Oui, mais là encore une fois, vous êtes peut-être tombé sur un psychanalyste qui fait son métier tout simplement. Il y a aux environs de 3500 psychanalystes en France, donc ils prétendent que la durée moyenne d'une analyse est de 3 à 7 ans. Les personnes que j'ai connues, en fin de compte, ça a plutôt été entre 7 et 10 ans. Mais enfin bon, ça c'est mon point de vue personnel, c'est ce que j'ai connu, ce que j'ai vu. La fréquence, généralement, ça va être 2-3 fois par semaine, même de préférence une fois par jour. Même si ce n'est que 15 ou 20 minutes, il faut que ce soit aussi régulier que possible.
Et dans certains cas, moi je me souviens de personnes que je connaissais qui allaient chez des lacaniens, et quand le psychanalyste prend ses vacances, si vous prenez pas vos vacances en même temps que lui, si vous prenez vos vacances à un autre moment, vous payez pour les séances que vous auriez dû prendre et que vous n'avez pas prises parce que vous étiez en vacances. C'est pas le problème de l'analyste. Très souvent, les analystes vont parler de patients, alors qu'en général, on parle de analysant et analysé. Mais on dit généralement patient parce que c'est plus rapide et c'est plus facile. Mais en fin de compte, on a un analysant et un analysé. L'analysant est donc le psychanalyste. Alors, leur force, c'est donc que c'est une analyse en profondeur. Oui, pour Frédéric Lenoir, 15 ans, me dit Olivier. Oui, ça paraît relativement... Oui, parfait. D'après eux, il y a des changements qui sont durables et donc ils travaillent sur l'origine du mal. Il faut savoir que Freud, qui donc a basé la psychanalyse, il était médecin. Donc, il est parti du principe, comme tout bon psychiatre, en fin de compte, que pour guérir une maladie, il faut trouver la source de la maladie, le microbe qui a causé la maladie, ce qui a causé la maladie, et donc on travaille sur l'origine du mal. Après, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? C'est à voir. Le problème, c'est que ça dure très longtemps, que ça coûte très cher, et que il n'y a pas beaucoup d'études qui valident que ça marche. Personnellement, j'en ai vu aucune, à part certaines études qui avaient été faites par le centre de psychanalytique de ceci, cela. Mais à part ça, j'ai pas vu vraiment quoi que ce soit de convaincant. Mais ça peut avoir son importance et son intérêt pour certaines personnes. Alors après, on va arriver à quelque chose d'un petit peu plus limite, d'après moi, qui est la PNL. La PNL est extrêmement utilisée, enfin très utilisée aujourd'hui. Elle date en fin de compte des années 70. En 1975, Richard Bandler et John Grindon ont donc écrit un bouquin et se disaient spécialistes de la communication, etc. Le bouquin s'appelait « Structure de la magie ». Et d'après la PNL, il y a une connexion entre les processus neurologiques, le langage et les schémas comportementaux acquis. Et donc tout ça, ça peut être modifié pour atteindre certains objectifs spécifiques dans la vie. Alors, d'après eux, on peut traiter des problèmes comme la phobie, la dépression, les troubles de tic, les maladies psychosomatiques, la myopie, les allergies, le rhume, les troubles de l'apprentissage, en une seule séance. Et donc, si on analyse avec la PNL les compétences de personnes exceptionnelles, genre Einstein, on peut modifier les compétences, on peut les codéifier et les modéliser, et donc n'importe qui peut les acquérir. Donc n'importe qui peut obtenir, dira-t-on, des trucs de Einstein ou qui vous voulez, ou Freud, si ça vous intéresse. Oui, Anthony Robbins, il y a beaucoup de motivateurs, enfin, je ne sais même pas si on dit ça en français, des gens qui font des speeches de motivation, genre Anthony Robbins, qui utilisent la PNL parce que c'est un peu du show. C'est une pseudo-science, hein, ça travaille sur certains petits trucs et astuces. Et c'est focalisé sur une chose et ça peut donner une impression de fonctionner et ça peut être parfait pour certaines personnes, hein, mais c'est considéré comme de la pseudo-science. Les recherches, il n'y a aucune recherche qui a jamais pu prouver que ça fonctionnait. Les seules recherches qui, tout comme la psychanalyse, toutes les recherches favorables à la PNL avaient des très grosses failles méthodologiques et vous avez 3 fois plus d'études de meilleure qualité qui n'ont pas réussi à reproduire les affirmations qui ont été faites par Bandler, Grindon et autres. Après, dans la PNL, ça peut aller un peu loin parce que, à un moment donné, il parlait de pouvoir aider les gens à se débarrasser du sida, du cancer, du diabète, etc. Donc, on est dans une zone grise, dira-t-on.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, je les aime pas beaucoup. À l'époque, j'avais eu plusieurs interviews à propos d'eux, justement, parce que, d'après moi, ils sont plutôt à la limite du New Age et de la religion, plutôt que de la communication et de la psychologie. Et ils peuvent, en fin de compte, être un certain danger, en quelque sorte. Il y a plus de 200 écoles ou centres de formation en France de PNL. Ça vous coûtera entre 3 000 et 6 000 euros. Hein, c'est plus une fourchette, c'est un râteau pour devenir formé à la PNL. Ça vous prendra entre 15 et 20 jours. Hein, donc, du coup, c'est assez rapide. Hein, vous pouvez vous appeler practitioner, etc. relativement rapidement. Oui, c'est sûrement plus cher que ça. Vous pouvez sûrement en trouver des plus chers. Hein, ça m'étonnerait pas. Je crois que ça dépend de où et qui, etc. Et puis, la plupart des praticiens n'ont rien d'autre que ces formations. Hein. Donc, 65% des praticiens n'ont absolument aucune formation en psychologie. Et pour la plupart des sites web de la PNL, 85% d'entre eux d'ailleurs, c'est des promesses qui ne sont pas validées scientifiquement. Oui, alors Olivier me dit que c'est donc plus cher que ça. Alors ma source, c'est donc des rapports et d'associations de consommateurs de 2022. Maintenant, on est en 2025. Donc du coup, ouais, je suppose que les choses ont pu changer. Mais j'ai pas pu trouver beaucoup plus récent, et plutôt que de dire des conneries, je préfère me contenter de ça. Alors, la force de la PNL, c'est quand même que ce sont des outils relativement pratiques, relativement concrets, et qui peuvent vous donner sur des petits objectifs des résultats relativement rapides. Ça va être un discours de motivation qui va fonctionner en quelque sorte pour une chose bien précise. Et puis voilà. Alors, c'est des techniques qui sont faciles à appliquer. Ça peut être des bons compléments, des bons trucs, des bonnes astuces, en gros. Le truc, c'est que tout simplement, les formations, il n'y a pas de réglementation, donc on ne sait pas à qui on a affaire. J'ai été en formation en différents stages avec des praticiens de PNL. Pour moi, j'aurais préféré les voir dans une chambre capitonnée plutôt que de les voir à l'air libre en train d'utiliser leur méthode. C'est inefficace sur beaucoup de troubles et absolument aucune base scientifique, même s'ils le disent, parce que la base de la PNL est basée sur des études du cerveau qui datent de 1970. Depuis, on a découvert quand même pas mal de trucs, encore heureux. Donc, du coup, la plupart de la base de leur principe est obsolète depuis très, très longtemps. Donc, il y a des risques. Alors, ça peut fonctionner pour certains petits trucs, hein, mais sans ça, voilà, quoi. Alors après, vous allez avoir les thérapies alternatives. Thérapie alternative dans laquelle, jusqu'ici, j'ai placé la PNL, hein, je dois vous dire. Alors, les thérapies alternatives, ça va être les cristaux, les anges, les énergies, les machins, les trucs, les bidules, etc. Alors, bien entendu, il n'y a absolument aucune base scientifique. Alors, je sais que très souvent, d'ailleurs, dans les thérapies alternatives, on va dire « Ouais, mais les scientifiques, ils sont super obtus, ils sont... » C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ça fait des années que je pense en scientifique et que je travaille en scientifique. Et s'il y a une chose que je puis vous assurer, c'est qu'on n'est pas bloqué, c'est qu'on n'est pas fermé. C'est qu'au contraire, quand quelqu'un avance quelque chose, pourquoi pas? Et dans ce cas-là, pourquoi? Et comment? Ok, il y a quelque chose à comprendre qu'on ne connaît pas. Allons-y, essayons. Je vous rappellerai d'ailleurs que le fameux suaire du Christ du Vatican, c'était les religieux qui disaient que c'était pas un vrai, et c'est les scientifiques qui ont continué leurs études parce que ça les intriguait, et d'après eux, c'était un vrai. Donc du coup, c'est pas vrai du tout le fait de dire voilà, quand c'est pas validé scientifiquement, c'est parce que les scientifiques nous en veulent, ils ont peur de nous, etc. Pas du tout. Les scientifiques n'ont absolument peur de rien, bien au contraire. Il n'y a pas, comme en psychanalyse, un maître vénéré, Freud, Lacan, auquel on ne peut pas toucher. Tous nos héros, on peut les descendre en flammes s'ils ont dit des conneries. Et un point, c'est tout. Si c'est pas prouvé scientifiquement, c'est pas prouvé scientifiquement. Il n'y a pas à aller plus loin. Donc, il n'y a pas de formation. Les formations, ça peut être un tour dans la montagne ou un tour dans la forêt, à courir tout nu et à se baigner dans la rivière. Les pratiques, il n'y a pas de cadre conventionnel, etc. Et
malheureusement, vous avez pas mal de promesses de guérison miracle. Et du fait où on a l'effet placebo, comme on peut le dire, eh ben, les effets miracles peuvent être ressentis. Alors là, je vais pas vous le faire aujourd'hui et maintenant, hein, mais il y a peut-être un truc que vous savez pas encore sur moi, et c'est que je fais de la magie. J'ai pas mal de tours de magie dans mon sac, je fais régulièrement de la magie et aussi ce qui s'appelle du mentalisme, c'est-à-dire de la transmission de pensée. Et je peux vous dire, il y a un truc, c'est pas vrai. Je peux pas faire la transmission de pensée, mais je peux très bien faire un fake. Et dans ce cas, on utilise très régulièrement l'effet placebo. Et si vous pouvez prouver quelque chose ou montrer quelque chose, un tour de magie à quelqu'un, super, je vais voir de la magie. Ok, bah je vous en ferai un tour un jour, promis. Si vous pouvez montrer un tour de magie à quelqu'un, en quelque sorte, vous pouvez lui faire croire n'importe quoi. Je me souviens que mon ex-femme, à l'époque, je lui avais fait le tour de tordre une cuillère en la regardant. Et pourtant, elle savait que scientifiquement, moi, Uri Geller, j'y crois pas, elle savait mon fondement, mais n'empêche qu'elle m'a cru capable de tordre une cuillère. C'est pas vrai. Enfin, si, j'avais tordu la cuillère, mais c'est pas avec la force de la pensée, c'est avec mes doigts, tout simplement. Mais quand vous pouvez montrer quelque chose à quelqu'un, montrer entre guillemets, la personne va y croire et vous pouvez placer ou, en fin de compte, démarrer un effet placebo. C'est ce que je fais quand je fais de l'hypnose avec quelqu'un. On démarre un effet placebo. Et l'effet placebo marche. Il y a même des études qui ont démontré, et d'ailleurs ça j'avais un article là-dessus en 2007 ou 2008, même avant, 2004, où il était prouvé que les placebos chers fonctionnaient mieux que les placebos pas chers. C'est-à-dire qu'on avait pris des sujets qui avaient une certaine maladie et on leur avait donné des placebos à tous. C'était des placebos, c'était la vitamine C ou je sais pas trop quoi. Et dans certains de ces personnes, on leur avait dit, bah voilà, c'est un truc en vente que vous pouvez trouver dans n'importe quelle pharmacie à 1,50 €, la voilà. Et d'autres, on leur a dit, c'est un truc expérimental, ça coûte 50 € par pilule, donc allez-y mollo, quoi. Et on leur a donné. Et la pilule à 50 €, la vitamine C à 50 € fonctionnait vachement mieux que la vitamine C à 2 €. Donc, l'effet placebo est réel et ça fonctionne. Ça, on le sait, tout simplement. Donc, bien entendu, la thérapie alternative va pouvoir, grâce à l'effet placebo, vous faire avoir une amélioration. Et c'est là, justement, où est le danger, c'est qu'on peut croire que ça fonctionne, et donc, du coup, voilà, quoi. Donc, les thérapies alternatives en chiffres, d'après la Miviludes, plus de 3000 signalements annuels pour des dérives, 40% des signalements qui concernent la santé mentale, 70% des pseudothérapeutes qui n'ont absolument aucune formation reconnue, le coût moyen par victime aux environs de 4000 €, et là, je vous promets que c'est pas très cher payé, c'est ceux qui s'en sont bien tirés. 60% des victimes ont retardé des soins conventionnels, et 25% des cas impliquent des situations graves. Une situation que j'ai connue moi-même, d'ailleurs, je travaillais à l'hôpital, c'était au Danemark à l'époque, et est arrivée une femme qui était maigre comme ça. Et notre travail était qu'elle devait se faire opérer, donc elle devait être envoyée à l'hôpital national parce que c'était une opération compliquée. Elle avait un cancer qui était quasi généralisé et elle devait donc subir une opération. Et le problème, c'était qu'elle était tout simplement trop maigre pour survivre une opération. Donc il fallait qu'on l'engraisse en quelque sorte, qu'on lui fasse prendre du poids pour qu'elle puisse être opérée. Elle avait 36 ou 37 ans. Je crois, à l'époque. Alors moi, j'en avais 22, donc pour moi, elle était vieille. Hein. Et elle avait un enfant de 7 ans, je crois. Et tout ça, ça avait démarré avec
une petite boule dans le sein. C'était un cancer du sein, mais c'était une toute petite boule. Et donc, les médecins lui avaient dit, il faut vous opérer, il faut l'enlever, il faut l'opérer. Mais son chaman, ou je ne sais pas trop quoi, lui avait dit, non, surtout pas, tout ça c'est de la connerie, on va utiliser des méthodes pour faire disparaître le cancer. Donc, elle avait dormi sous des pyramides, elle avait utilisé de la méditation, elle avait utilisé la transmission de pensée, machin, des méthodes PNL, elle avait utilisé à peu près tout, avec le résultat que, bien entendu, le cancer s'était généralisé et qu'elle en était là où on était lorsque je l'ai rencontrée. Et la fin de l'histoire, c'est qu'on n'a pas vraiment pu l'engraisser beaucoup plus parce qu'elle pouvait vraiment rien garder en soi. Donc on s'est dit on va tenter le coup. On l'a envoyée en ambulance à l'hôpital national. On était à 2 km de l'hôpital national et elle était morte à l'arrivée. Voilà. Donc, il faut quand même... c'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses sur les médecins, mais dans certains cas, voilà, d'accord. Donc, les côtés, les forces, pourra-t-on dire. 64 ans en juin, presque grabataire, me dit Sylvie. Oh ben ça, moi j'en fais 62, il faut pas déconner non plus. Donc, dans les thérapies alternatives, le côté positif, c'est donc ce fameux effet placebo qui peut avoir un effet qui peut être très bon s'il est utilisé à bon escient. C'est-à-dire que si ça vous donne le push pour pouvoir vous sortir de quelque chose et d'agir et de... Voilà, pourquoi pas. Il y a aussi le sentiment d'être écouté. C'est vrai que c'est quelque chose qui manque beaucoup à l'appel aujourd'hui, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui trouvent plus de sens à la vie parce que il faut admettre que la religion, elle s'est barrée, on n'y pense plus trop. Maintenant, tout le monde est laïque, il n'y a plus de religion, on détruit un petit peu le principe de famille, le principe de société, le principe de respect, le principe d'autorité, etc. Donc, les gens sont un petit peu paumés, et on le serait à moins. Recherche des bases, recherche un sens, recherche des lignes directrices, et donc ces différentes thérapies alternatives, ça leur donne un sens, ça leur donne pourquoi vivre, pourquoi continuer, etc. Voilà. Et puis il y a donc cet aspect qui est ritualisé, qui est très rassurant. Alors les faiblesses, oui, c'est dangereux, vous risquez d'en mourir. Il y a un risque d'emprise, que ce soit mental ou sectaire. Il y a des promesses totalement irréalistes. Partez du principe, vraiment, franchement, partez du principe que si quelque chose est trop beau pour être vrai, c'est tout simplement parce que c'est trop beau pour être vrai. Point à la ligne. D'accord. La méditation, c'est vrai. La méditation, c'est super, c'est très bien. Et on sait que ça a un bon effet sur vous parce que ça fait descendre des tensions, ça peut vous faire diminuer les angoisses, etc. Mais ça reste une distraction. C'est pas un traitement, c'est une distraction. C'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive une distraction. C'est-à-dire que vous ne prenez pas le problème à la base, vous prenez pas l'idée de pourquoi vous êtes stressé ou pourquoi vous êtes angoissé, mais vous la diminuez. Votre angoisse, par exemple, ou vous vous recentrez et vous êtes plus heureux par ça. Vous auriez pu tout aussi bien aller courir ou fumer un joint ou vous bourrer la gueule à coups de chouchen. Mais tout ça, c'est des distractions. Il y a des distractions saines qui peuvent en plus être utilisées comme partie thérapeutique et il y a des distractions malsaines. Et il ne faut pas confondre distraction et traitement. D'accord ? Et très souvent, les thérapies alternatives, au mieux, ça va être une distraction. Alors, pour conclure, chouchen, jamais goûté du chouchen, me dit Sylvie, et elle se dit bretonne. Dis donc. Alors, les psychiatres, généralement, on va les consulter dans les cas de troubles très sévères, dans le cas de psychose, borderline, schizophrénie, etc., etc. Le psychologue, c'est quand vous avez des difficultés de vie, quand vous avez des angoisses, des anxiétés, des problèmes de communication, quand vous avez des problèmes de couple, quand vous avez des crises existentielles, quand vous avez des crises, quelles qu'elles soient, vous avez des pertes, des deuils, etc. Ou dans mon cas, des problèmes avec des relations toxiques. Les psychanalystes, ça, c'est si vous avez des questionnements profonds de qui vous êtes, où vous allez, ce que vous voulez, rechercher votre but dans la vie, essayez de voir un petit peu où vous en êtes, où vous voulez aller.
La PNL, c'est si vous avez des objectifs très courts, du genre, ben voilà, j'ai tel petit problème que j'aimerais bien, j'ai du mal à parler, je dois avoir une entrevue demain et j'ai du mal à parler, je ne sais pas comment faire. Ben voilà, vous avez des petits objectifs et ça, c'est régulièrement, ça peut être facilement géré. Les solutions alternatives, personnellement, je dirais c'est à éviter. À part si vous voulez faire des expériences métaphysiques, si vous voulez en savoir plus sur l'au-delà, etc. Mais ne pas prendre comme quelque forme de traitement que ce soit. Voilà. C'était... alors attendez, j'arrête le... Blablabla. Bonjour tout le monde. Maintenant, je peux vous voir. Tiens, je peux voir Sylvie et je peux voir Vanessa. Ok. Donc, en gros, je dirais ça devrait être un petit peu les lignes de base pour choisir votre thérapeute. Mais en cas de doute, moi, ce que j'ai toujours conseillé à mes clients, aussi surtout par rapport à l'hypnose, etc., je dis, mais venez avec quelqu'un, venez avec un ami, venez avec votre conjoint. Enfin, comme ça, les gens... Ça fait toujours du bien que... il y ait quelqu'un à côté à qui vous pouvez dire, après avec qui vous pouvez parler, qui pourra vous dire éventuellement, ouais bah tu sais moi je l'ai pas trop senti sur ce coup-là, donc fais attention ou quelque chose dans ce genre-là. Donc ça peut toujours être bon. Alors la seule chose que j'aimais pas trop, c'est si les gens venaient avec quelqu'un sans me l'avoir dit auparavant. Ça, je trouvais que c'était pas très cool. J'apprécie qu'on me dise est-ce que je peux venir avec ma sœur ou ma belle-sœur? Oui, pourquoi pas. Mais tout d'un coup, on arrive et puis on a une bande. Il m'est arrivé d'avoir 3-4 personnes dans le cabinet. Je trouvais que c'était un petit peu extrême. Et là, dans ce cas-là, j'aurais bien aimé être averti, quoi. Mais bon, à la limite, je dirais que c'est une bonne question à poser au thérapeute parce que si le mec vous dit non, bah... essayez d'en trouver un autre, tout simplement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu. J'espère que vous reviendrez le mois prochain pour le prochain webinaire. Si vous avez envie que je tienne un webinaire sur un sujet qui vous intéresse, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Et puis, sans ça, je vous dis à d'ici un mois pour un webinaire suivant. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Sans divan.